nous sommes dans une vidéo, donc il y a du son et de l'image, ça c'est facile à comprendre. Alors, y a-t-il besoin d'aller chercher dans 50 000 bouquins qu'est-ce que c'est qui se passe dans l'inconscient? Et la langue que nous parlons a-t-elle une influence sur l'inconscient? Autrement dit, l'inconscient est-il structuré comme un langage? Encore que, c'est pas la même question. La langue influence-t-elle l'inconscient ou l'inconscient est-il structuré comme un langage? Déjà, il ne faudrait pas confondre la langue et le langage. Le langage, ce que parlent tous les humains, parce qu'ils parlent, c'est une structure de l'humain. Et puis la langue, ce que chaque peuple parle. Est-ce que ça a une influence? Est-ce que ça fait un inconscient différent chez les Anglais, chez les Allemands, chez les Américains, chez les Chinois, chez les Arabes? Pour ça, il faut poser la question à ces langues, évidemment. Mais ça, c'est une question de linguiste. C'est un petit peu un problème. Moi, je vais d'abord poser la question à une manifestation de l'inconscient, à savoir un rêve. Un rêve dans lequel, pour une fois, il y a du son et de l'image. Parce que la plupart du temps, il n'y a que de l'image. Même s'il faut le traduire en son quand ensuite je le parle. Mais au moment du rêve, il n'y a que des images. Parfois, il y a des sons, des paroles. C'est plutôt rare. Et dans ce rêve-ci, c'est assez étonnant, il y a de la musique. Et ça, c'est très très rare chez moi. J'imagine que pour des musiciens, ça doit être beaucoup plus fréquent. Pourtant, je joue de la guitare, mais c'est pas mon activité principale. Mon activité principale, c'est la psychanalyse. La guitare, c'est un passe-temps, c'est un hobby. Dans mon rêve, ça se passe comme si c'était une sorte de joute entre musiciens, comme ça se passe quelquefois dans des clubs de jazz, où à la fin d'un set, les musiciens improvisent ensemble. Et tout se passe comme si l'un des musiciens, le saxophoniste, se mettait un petit peu en avant pour un solo. Mais souvent, dans les orchestres de jazz, on entend la batterie, la contrebasse, le piano qui font un accompagnement assez soft, assez lointain, et le soliste prend toute son ampleur, il part, il monte dans des Himalayas d'invention. Là, dans mon rêve, non, c'est le contraire. Et là, tout se passe comme si le saxophoniste voulait immensément respecter l'orchestre, ne pas dépasser la mélodie proposée par l'orchestre. C'est-à-dire, il la dépasse un petit peu, il fait quelques inventions, mais très peu. Et dans mon rêve, ça se traduit visuellement comme s'il y avait deux décors de théâtre. Vous savez, de ces décors peints, des toiles posées sur des cadres, mais dont le cadre est découpé selon un bosquet, un arbre, une maison. Là, c'est plutôt un bosquet, parce que ça fait des choses un petit peu arrondies comme ça. Et il y a deux parallèles, deux décors comme ça, qui sont posés, comme s'ils étaient posés dans les coulisses d'un théâtre. Et l'un d'eux avance un peu par rapport au premier. Mais ils ont tous les deux la même forme, la même découpe sur le bord. Et l'un d'eux avance un peu sur le premier. Et ça représente l'avancée du soliste dans ses inventions par rapport à la mélodie proposée par l'orchestre. Vous voyez qu'on passe de la musique à la peinture dans le cadre d'un théâtre. Nous avons donc le son et l'image. L'image à la fois mouvante, on est au cinéma, au théâtre, et figée, on est dans la peinture. L'écriture étant une forme très évoluée de peinture, ou la peinture étant une forme très évoluée d'écriture, ça dépend quel point de vue on se place, mais enfin quelque chose qui est fixe, contrairement au cinéma, qui propose du mouvement. Et même si ce mouvement, une fois qu'il est fixé sur la pellicule, c'est toujours le même. Alors ça nous pose la question du son par rapport à l'écrit, du mouvement par rapport à l'immobilité, et du message. Est-ce que, ici, ce qui compte, c'est la musique comme telle, juste cette question du solo,
par rapport à l'orchestre? Ou est-ce qu'il y a un autre message derrière? Alors là, il faut laisser sortir les associations. La première qui me vient, c'est que comme je suis en train de préparer les transmissions que je vais faire en Chine à Shenzhen, je suis en train de travailler cette question de la langue et de ce que j'ai entendu nommer plusieurs fois par des collègues comme étant la petite musique du signifiant. Est-ce que c'est la petite musique du signifiant qui me revient vraiment comme une musique en rêve? Et je me pose aussi cette question qui est celle où je ne voudrais pas devenir un maître, comme l'a été Lacan, comme l'ont été bien des grands personnages de religion ou des personnages politiques. J'ai pas du tout envie de ça. Et pourtant, lorsque je fais une conférence, lorsque je fais une transmission, j'ai beau me livrer moi-même, ce qu'en principe un maître ne fait pas, puisque je vous livre un rêve, je suis plutôt en analyse, je suis plutôt un analysant qu'un maître. C'est en ce sens-là que je ne suis pas très différent de l'harmonie composée par l'ensemble des analysants, l'ensemble des miens d'analysants, et l'ensemble des analysants dans le monde, qui, s'ils se mettaient eux aussi à livrer leur manifestation de l'inconscient, rêve, lapsus, acte manqué, ça pourrait peut-être faire une certaine harmonie qui pourrait peut-être faire théorie. Ça, c'est mon idée. J'aime bien cette idée-là. Où c'est les vagues qui vont de concert, c'est le cas de le dire, et qui font concert, et qui finissent par créer une forme, la théorie qui se dégage de la pratique. Ce que personnellement j'essaie de faire dans mon coin depuis des dizaines d'années. Donc c'est ça, le décor qui se détache un petit peu. Au moment où je parle, c'est normal, les autres écoutent. Comme dans les groupes que je fais, qui s'appellent analyse de la pratique ou parler de soi, dans ces groupes, au moment où on parle, celui qui parle évidemment se met en avant, mais il est analysant au même titre que les autres, qui à leur tour vont parler, ce qui fait que chacun a son temps de parole et qu'il n'y a pas une parole qui prime sur une autre. C'est ce souci que j'ai un peu et qui me revient en rêve. Est-ce que c'est suffisant? Cela signifie déjà cette chose, signification derrière ce signifier des décors ou du solo. La signification, c'est donc que je souhaiterais ne pas devenir un maître. La seconde, c'est quel est le statut de la petite musique du signifiant. Puisque j'ai entendu tellement de collègues le dire, et dire qu'ils pratiquaient de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il suffit d'écouter la petite musique du signifiant et qu'on n'a pas besoin des significations. Ni des signifiés, ni des significations. Puisque c'est le signifiant qui fonctionne tout seul, selon la théorie de Lacan, et que le sujet n'est que appendu au langage, comme il dit. Bon, on donne l'occasion au sujet de parler, et puis on peut lire son journal pendant qu'il parle, ça n'a aucune importance. C'est ce que faisait mon analyste, qui avait bien compris la théorie de Lacan. C'est ce que faisait Lacan lui-même, qui travaillait ses nœuds, qui préparait son séminaire, au lieu d'écouter, parce que écouter, c'est pas écouter des significations, c'est écouter juste une musique. Et c'est pour ça que moi-même, quand je travaille, j'écoute de la musique. Toujours. Mais pas des chansons. Et surtout pas des chansons françaises qui pourraient m'amener des signifiés. Mais la musique, oui, ça me met dans une ambiance. Bon, de temps en temps, j'y prête un peu attention quand la musique m'attire un peu plus. Et le reste du temps, je reste concentré sur mon travail. Mais en aucun cas, je ne fais autre chose quand j'écoute des analysants. Moi, je n'écoute pas la petite musique du signifiant, j'écoute ce qu'il veut me dire. Parce qu'il cherche à me transmettre un message. Parce que si je lui dis que j'ai compris son message, alors son être de sujet va s'en trouver renforcé. Au lieu qu'il soit, comme c'est très très souvent le cas,
sans cesse dénigré par ses parents, ses amis, ses professeurs, ses compagnons ou compagnes, etc., pour une fois, il y a quelqu'un qui lui dit « J'ai entendu ce que vous me dites ». Et j'ai entendu, ça ne veut pas se dire seulement j'ai entendu comme ça le son que vous faites, mais j'ai entendu vraiment le message que vous vouliez me transmettre. Et là, mon rêve me transmet un message, c'est-à-dire je me transmets un message à moi-même, dont je viens de vous donner à la fois le signifié, qui est encore une fois la question du solo par rapport à l'orchestre, la question du décor qui est par rapport à l'autre décor légèrement décalé, la question de ça c'est les signifiés, et la signification c'est mon souci de ne pas être un maître, mais aussi, là en association m'est venu presque tout de suite le film Youth de Paolo Sorrentino. Parce que la veille, il se trouve que j'avais écouté la chanson qui est le leitmotiv du film, qui est le motif fondamental du film. Parce que la reine vient demander à un grand compositeur, la reine d'Angleterre, vient demander à un grand compositeur contemporain de jouer ses compositions qui s'appellent chansons simples pour l'anniversaire du prince Philippe. Et le compositeur refuse. Pourquoi? On l'apprendra à travers le film. Parce que il a écrit ces chansons simples pour sa femme, qui est chanteuse d'opéra. Et comme sa femme ne peut plus les chanter, il ne veut pas que qui que ce soit d'autre les chante. Et donc, même si la reine d'Angleterre lui demande de chanter, de faire ses chansons simples, il ne les fera pas. Alors ça, c'est la trame fondamentale du film, qui repose donc sur quelques notes, une petite musique, très simple justement, mais qui, on verra à la fin du film, la composition est jouée avec un orchestre symphonique, un alto solo et une chanteuse alto, qui est Sumi Jo, la chanteuse coréenne, qui joue son propre rôle. Et ce film est tellement émouvant qu'il m'a tiré des larmes à chaque fois que je l'ai bien vu 5 fois, et alors en particulier c'est le summum au moment où est jouée cette chanson simple à la fin. Parce que c'est le compositeur qui la dirige, qui a finalement accepté de jouer devant la reine. Il a 80 ans passés, il sort de 1 mois ou 2 de vacances dans un hôtel clinique en Suisse, dans les montagnes, et le médecin vient de lui dire « Vous avez une parfaite santé. Vous avez 80 ans, mais vous savez ce qui vous attend à la sortie ici? La jeunesse. » Autrement dit, il accepte de jouer, il recommence en quelque sorte sa carrière à 80 ans. C'est une renaissance en quelque sorte. Ce qui pour moi met en scène, dans un film, ce que je mets en scène dans pratiquement tous mes rêves, une renaissance. C'est-à-dire une remontée dans le ventre maternel pour ensuite me mettre au monde moi-même. Et je crois que toute la vie, c'est ce que tout sujet fait, fût-il, même s'il n'est pas en analyse. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour se faire reconnaître des autres, autrement dit, se faire naître pour les autres. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, chaque fois qu'il produit quelque chose, une musique, une peinture, un texte, un n'importe quoi, une conversation de salon. Donc il y a cette renaissance qui est en jeu pour un type qui a 80 ans. Ça ne peut pas ne pas me toucher personnellement, parce que j'ai pas 80 ans, au jour d'aujourd'hui j'en ai 69, mais enfin bon, je viens de réchapper à un cancer, et on vient de m'indiquer qu'il y a quand même 2 petits nodules qui survivent dans le poumon, qui ne sont pas grand-chose, mais qui grossissent, et qu'il va falloir traiter un jour ou l'autre. Ça gamberge quand même. Ça ne m'effraie pas plus que ça. Mais dans l'inconscient, ça fait son petit chemin. Et ça a fait son petit chemin autour de ce film. Puisque dans mon rêve, il s'agit de décors de théâtre. Ces 2 décors parallèles. Ça veut dire que nous sommes au théâtre. Ça veut dire qu'il s'agit d'une représentation. Comme très souvent dans mes rêves, ça se passe sur une scène de théâtre ou sur un écran de cinéma.
il s'agit de trouver une représentation. De quoi? Bien, soit de pensées refoulées, qui sont refoulées dans les coulisses et qui demandent à venir sur scène, soit de pensées qui n'ont jamais été refoulées, ce que j'appelle le réel, et qui demandent peut-être elles aussi à être mises en scène, ou qui sont drainées par la mise en scène des pensées refoulées, des pensées qui sont restées en coulisses, juste parce que on dort et dans le sommeil, tout est mélangé, donc y compris ces traces qui ne sont pas encore des pensées, mais qui sont ce que j'appelle le réel, qui sont des traces de perception qui n'ont pas été mis en forme par le symbolique, donc qui n'ont pas de sens. Je prends ces précautions parce que j'ai souvent dit moi-même, et j'ai souvent entendu dire que le réel cherche à se manifester. Je ne suis pas sûr qu'il cherche à se manifester. Les pensées refoulées, si. Parce que les pensées refoulées, c'est moi. C'est le sujet moi-même qui ne veut pas voir une partie du sujet lui-même. Mais le réel, ça ne fait pas partie du sujet, c'est juste des inscriptions qui sont là, comme un décor. Mais un décor indescriptible. Or, justement, dans ce rêve-là, dans d'autres rêves, le décor est indescriptible, c'est du réel. Dans ce rêve-là, le décor est parfaitement signifiant. Il vient me donner un message, celui de la question du solo, de la question d'être un maître ou pas, la question de la transmission. Et la question de la transmission dans le film, c'est aussi celle que le vieux monsieur de 80 ans fait auprès d'un petit garçon qui apprend le violon et qui justement essaie de jouer maladroitement au violon les chansons simples du grand compositeur. C'est toute la question de l'être humain, celle de la transmission. Et moi, c'est ce qui me titille au plus haut point en ce moment, puisque je sens l'âge venir, et je fais ces vidéos, je vais à Shenzhen parler aux Chinois, parce que j'ai à cœur de transmettre. Est-ce que je cherche un mode de survie là? Peut-être, mais je ne crois pas. Je crois surtout que la conception de la psychanalyse que je défends, c'est pas la conception la plus généralement partagée, et c'est justement pour ça que je voudrais que ça puisse exister, ça puisse avoir sa part au débat. Je prétends pas prendre toute la place. Mes collègues ont aussi leur façon de concevoir la psychanalyse, et les analysant aussi. Donc je veux juste avoir ma voix dans ce débat, que ma voix ne s'éteigne pas trop tôt. Il est là aussi le message du solo du saxophoniste. Alors on peut voir aussi dans ce saxophone, je ne suis pas spécialement amoureux du saxophone, je suis beaucoup plus amoureux de la guitare, mais parfois il peut y avoir des solos de saxophone que je trouve formidables, dans le jazz ou dans la musique classique. Mais on peut peut-être entendre dans le sax le sexe. C'est-à-dire, je vois aussi dans mon rêve le musicien qui tient son saxophone et qui se penche dessus, comme font souvent les musiciens de jazz quand ils sont pris dans une improvisation. Est-ce que je souhaite seulement faire de la musique? Non. Je souhaite transmettre une signification. La signification qui cherche à se transmettre dans l'inconscient. Et avec tout ce que je viens de vous dire autour des naissances et des renaissances, de la question de la mort et de la transmission, ça, c'est des significations. Ce n'est pas que la petite musique du signifiant. La petite musique de mon rêve sert de support à cela. Double support, support sonore, support écrit dans la question des décors. Il se trouve que dans la langue, nous avons affaire à cette question, qui est ce qui se dit et ce qui s'écrit. La parole, l'image, comme je disais à propos de la vidéo. Et au niveau psychologique, pour moi, ça se traduit de la façon suivante. Il y a ce que je dis et ce que j'agis sur le moment, et il y a ma mémoire. Ma mémoire, c'est l'écriture. Comme une bibliothèque, c'est ce qui est là, et qui bouge, contrairement à une bibliothèque, qui se modifie éventuellement en fonction des années et en fonction de ce que je dis, et qui fait que
ça se modifie. Mais c'est quand même une écriture. Il y a une écriture à la base. Et une fois qu'elle est modifiée, il y a une autre écriture. Et il y a ce qu'on pourrait appeler un palimpseste, c'est-à-dire plusieurs écritures écrites les unes sur les autres, qui fait que dans un rêve très simple comme celui que je viens de vous raconter, où il n'y a franchement pas grand-chose, on peut déduire tout un message tel que je viens de vous le développer. Alors, il se trouve que ma méthode d'analyse des rêves, inspirée de Freud, c'est-à-dire, je mets en application ce principe qu'on confie au rêveur l'analyse de son propre rêve, puisque quand c'est quelqu'un d'autre qui analyse, c'est forcément à côté de la plaque. Donc ici, je suis analysant, ça ne fait aucun doute, contrairement à Lacan dans ses séminaires, quand il dit qu'il est analysant dans ses séminaires, non, parce qu'il ne parle jamais de lui. Être analysant, c'est parler de soi, c'est pas parler des philosophes, des linguistes et des mathématiciens. Hein, c'est pas du tout ça. Ma méthode, c'est aussi d'avoir mon iPhone sur la table de nuit, qui fait que dès que je me réveille, le rêve, je le dicte dans l'iPhone. Mais quelquefois, je l'ai dicté dans l'iPhone, je prends mon petit déjeuner, et puis je viens à l'ordinateur, et je tape mon rêve en fonction de ma mémoire, parce que je ne l'ai pas oublié. D'autres fois, du temps a passé, je n'ai pas eu le temps de le taper tout de suite dans la mémoire de l'ordinateur, donc je suis obligé de faire appel à l'iPhone, et je me réécoute, et à ce moment-là, je tape ce que j'entends. Et un jour, je me suis amusé à comparer ce que j'avais tapé de mémoire et ce qu'il y avait écrit dans l'iPhone. Et c'est très intéressant parce qu'il y avait des éléments que j'avais oubliés dans un des récits et d'autres qui étaient oubliés dans l'autre récit. Il y avait des mots que j'avais employés dans un récit et des phrases dans l'autre qui n'étaient pas forcément les mêmes. Mais grosso modo, le message était absolument le même. Parce que ce qui compte, c'est la signification. Et non pas les signifiants, c'est-à-dire leur support. Le support peut être différent, il peut avoir été écrit, il peut avoir été parlé, avec toutes les distorsions qu'on voudra de la mémoire. Hein? Eh bien, en fin de compte, ça revient au même. Et parce que ça sollicite de toute façon tout un tas d'associations qui peuvent se présenter sous une forme, sous une autre. Bref, ce que je fais, c'est que je ne considère pas les mots comme des choses. Bien souvent, on m'a dit, oui, mais de toute façon, ce n'est pas ton rêve dont tu nous parles. C'est le rêve tel que tu t'en souviens et il est déjà transformé. C'est le rêve tel que tu veux bien nous en parler et il est déjà transformé. Ben oui, et alors? C'est moi qui le transforme. Donc j'obtiens quand même des informations sur moi, sur le sujet que je suis. Évidemment, si c'est quelqu'un d'autre qui prend le récit de mon rêve et qui le transforme à sa sauce, là on est à côté de la plaque. Mais si c'est moi, même les transformations, et là, j'ai pu m'en rendre compte en voyant la transformation que je pouvais faire entre la version que j'avais tapée directement et la version que j'avais dictée dans l'iPhone. Eh bien, c'est très intéressant, ça me donne deux versions de moi-même, et les deux sont bonnes. Et, au-delà de les deux sont bonnes, de toute façon, c'est le sujet moi-même dont il est question. Bon, voilà. C'est déjà une première réflexion sur le fait que la langue du rêve, elle ne fonctionne pas justement sur les mots considérés comme des cailloux, comme des choses qu'il faudrait absolument restituer comme étant ceux-là et pas les autres, parce que sinon c'est pas le vrai rêve, c'est déformé, etc. Mais justement, la déformation, ça fait partie de l'humain. Hein? Et la langue a cette souplesse, et c'est le sujet qui pilote la langue. Bien sûr, l'enfant est piloté
par les dires de ses parents. Mais dès le départ, un des premiers mots qu'il dit, je l'ai souvent raconté, l'enfant c'est non. C'est-à-dire au programme qu'on veut lui instiller comme dans un ordinateur, les parents aiment bien que l'enfant soit propre très tôt, parle très tôt, soit propre très tôt, etc., soit premier à l'école, fasse une école d'ingénieur, etc., ou soit un grand artiste. C'est le cas de La promesse de l'aube, le roman de Romain Gary et le film qui s'en est suivi, c'est-à-dire sa mère qui veut absolument qu'il devienne un grand écrivain, et il devient un grand écrivain. Donc il a en quelque sorte pas résisté au programme de sa mère, mais de notre côté, les paroles qu'il y a dans ses romans, ce sont quand même les siennes. Il y a ce jeu possible entre le programme proposé par la langue de sa mère, pas la langue française, ou la langue polonaise, puisque sa mère était polonaise, ou lituanienne, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ma mère était polonaise, c'est pour ça que je dis ça. Mais dans sa signification, soit un grand écrivain. Qui quelque part soit un grand écrivain, ça veut dire aussi soit capable de trouver des mots, donc d'être sujet. Bref, le sujet s'insurge contre le programme de la langue, fût-elle la langue de la mère. J'ai pas dit la langue maternelle. Mais même la langue maternelle, je dis qu'elle n'influence pas l'inconscient du sujet, et son conscient non plus, ou plutôt dans une certaine mesure seulement, comme dans l'exemple que je viens de vous donner de Romain Gary. Moi-même, puisque je préfère donner des exemples sur moi-même, je m'appelle Richard, je le rappelle, parce que mon grand-père a fait fortune justement dans le commerce sur les bateaux avec l'Extrême-Orient, entre les deux guerres, notamment avec la Chine, c'est pourquoi je m'intéresse à la Chine autant que ça. Et il a ensuite tout perdu, cette fortune. Et mon père a dû emprunter pour faire ses études et pour subvenir aux besoins de ses parents. Donc ça l'a drôlement secoué, cette histoire. D'où il m'a appelé Richard, d'où j'avais pour fonction de refaire la fortune de la famille. Bon, ce que j'ai fait, parce que je me débrouille pas mal, je ne suis pas devenu Crésus, et surtout pas Rothschild non plus, mais ça va. Et je peux aider très correctement ma fille et mes petits-enfants. Mais néanmoins, je suis devenu psychanalyste. Et ça, c'était absolument pas dans la culture de mes parents, qui était mon père du côté de la science pure et dure, ne croyant en rien, ma mère plutôt du catholicisme, croyant en Dieu. Et moi, la psychanalyse, ça n'avait vraiment rien à faire là-dedans. Donc j'ai réussi à me trouver ma place à l'intérieur de ce programme. Et c'est ça, la place du sujet, qui vient s'enfoncer comme un coin dans le tissu harmonique du langage, comme un solo au milieu d'une musique, au milieu de la petite musique du signifiant, fût-elle celle de la mère, fût-elle celle de la langue maternelle. Ça, c'est ma façon de penser, vous voyez que je tire cette façon de penser à la fois de ma vie et de mes manifestations de l'inconscient. Ici, un rêve. Maintenant, il faut peut-être se poser la question de pourquoi Lacan dit l'inconscient est structuré comme un langage, pourquoi Lacan dit les Japonais sont inanalysables, pourquoi Lacan dit la langue anglaise fait obstacle à la psychanalyse, pourquoi dit-il aussi les catholiques sont inanalysables. Ça fait beaucoup de gens qui, selon lui, ne pourraient pas être analysés. Mais on peut se demander, bon, moi ça m'apparaît des conneries, hein. Même à l'époque où j'étais archi-lacanien, je me disais, bon, là il a dérapé le père Lacan.
Parce que moi, j'ai jamais été pour dire les Japonais sont comme ci, les Chinois sont comme ça, les Écossais sont avares, les Corses sont paresseux, les Américains sont orgueilleux. Et il y en a des conneries comme ça qui circulent. Les Juifs sont riches. Ça, je déteste. J'ai toujours détesté. Ça, depuis largement avant que j'étais psychanalyste. Mais, puisque Lacan dit ça et que des centaines de milliers de gens à travers le monde le croient, on peut peut-être se demander, oui, pourquoi. Ça fait longtemps que je vais en Chine. Je suis jamais allé à Shenzhen, mais je suis allé beaucoup à Chengdu et dans bien d'autres villes. Mais j'ai donc repris la question de la langue chinoise, puisque apparemment c'est quelque chose qui fait problème. Alors il ne faut peut-être pas confondre dès le départ la langue et le langage. Les langues, le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, etc. Et le langage, c'est-à-dire le fait que les êtres humains parlent. Il y a des tas de choses à dire là-dessus, j'y reviendrai. Mais puisque je vais aller en Chine parler à des Chinois, je me suis demandé pourquoi ça a été si important pour Lacan, par exemple. Ce qui ne l'a pas été pour Freud, qui s'est intéressé pour les langues, évidemment, puisqu'il parlait l'allemand, mais il s'interrogeait sur les ponts qu'il pouvait y avoir entre l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, les langues qu'il pratiquait. Bon, moi, j'ai appris le chinois plusieurs fois, parce que à chaque fois que je arrête d'apprendre, j'oublie, et puis je reprends. Je suis obligé de reprendre au départ, parce que j'ai oublié entre-temps. Mais enfin, puisque je suis allé souvent en Chine, je me suis coltiné l'apprentissage du chinois. En quoi est-ce que ça intéresse la psychanalyse? Ça peut intéresser les psychanalystes chinois, bien entendu. Mais en quoi ça intéresse tous les psychanalystes? Surtout si on prête attention à cette phrase de Lacan, « Je suis devenu lacanien, c'est parce que j'ai appris le chinois ». Ben moi, je peux dire tout de suite, en résumé peut-être un peu rapide, mais on le développera, c'est peut-être bien parce que j'ai appris le chinois que j'ai cessé d'être lacanien. Pourquoi? On va le voir. Mais c'est surtout, bon là je fais un peu de plaisanterie, en fait c'est surtout parce que la langue que j'ai étudiée à fond, c'est la langue du rêve, la langue de l'inconscient. Là oui, ça nous intéresse, nous, psychanalystes, quelle que soit la langue que nous pratiquons. Parce que s'il y a une langue qui est proche du langage, ce dont je disais qu'il est le fait des êtres humains, c'est bien la langue du rêve, qui est pratiquement la même d'un locuteur chinois et d'un locuteur français, ou allemand, anglais, ou arabe, ou tout ce que vous voudrez. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des significations qui sont universelles et qui passent dans le rêve, sous forme d'images, bien entendu. Bien entendu, il y a aussi des significations qui sont complètement propres à chaque sujet. C'est ce qu'on peut dire un idiome, au sens de idiot, ce qui est unique. C'est ça que ça veut dire, au fond. Ce qui est spécial, ce qui ne se peut pas se rapatrier dans l'universel. Alors, qu'est-ce qui a fait dire à Lacan « C'est parce que j'ai étudié le chinois que je suis devenu lacanien ». Qu'est-ce qui tient à l'image? Qu'est-ce qui tient au son? Qu'est-ce qui transmet le message? Est-il important de transmettre des messages? C'est toute cette question-là qui est en jeu. Et le fait de prendre un peu de recul par rapport à la langue qu'on parle, et spécialement de prendre du recul par rapport aux langues indo-européennes, c'est-à-dire d'aller vers le chinois qui est complètement différent, alors qu'on trouve dans les langues européennes des mots qui ont la même racine, des formes grammaticales qui sont semblables, etc. Dans le chinois, c'est complètement différent. Donc ça mérite le détour,
ne serait-ce que pour comprendre le français, ou l'anglais, ou l'allemand, ou l'arabe. Ce détour par une langue complètement différente, est-ce que ça influence l'inconscient? Est-ce que ça influence la vie des gens? Déjà, la deuxième question, on peut répondre assez facilement. Quand on voit comment vivent les Chinois aujourd'hui, ils vivent comme nous. Ils ne mangent pas tout à fait pareil, ça on est d'accord. Ils ne parlent pas la même langue, ça on est d'accord. Mais ils vivent comme nous, au sens où ils naissent, ils grandissent, ils rencontrent un compagnon, ils font des enfants, ils sont malades et ils meurent. S'ils ne sont pas morts d'accident avant. C'est tout pareil. Est-ce que la langue chinoise informe quelque chose de ça, ce qui nous permettrait de comprendre que peut-être la langue française informe quelque chose de ça aussi? Posons-nous au moins la question. Par exemple, ce que dit Lacan à ce propos, il dit « Certaines langues, j'ai le sentiment que ce n'est pas faux de le dire de la langue chinoise, vous vous apercevrez qu'elles sont moins imaginaires que les nôtres, les langues indo-européennes. C'est sur le nœud qu'elles jouent. » Il ajoute « Il n'y a d'autre être que de mode. Et le mode imaginaire a fait ses preuves pour ce qui est de l'être du symbolique. Il a fait si bien ses preuves qu'on pourrait bien se risquer à tenter de voir si le mode symbolique n'éclairerait pas l'être de l'imaginaire. » Comme d'habitude, c'est très alambiqué. Si on n'est pas déjà très au courant de ce qui se passe chez Lacan, on n'y comprend rien du tout. Ce qu'il est en train de dire, si on lit bien à la lettre les deux éléments que je viens de donner, les deux phrases, il y a la chose et son contraire. Parce qu'il y a d'un côté l'idée que la langue chinoise pourrait être moins imaginaire que les langues indo-européennes. De l'autre côté, l'idée que le mode imaginaire s'éclaire du symbolique et que le symbolique s'éclaire de l'imaginaire. Et effectivement, son nœud borroméen, quand il dit « c'est sur le nœud qu'elle joue », le nœud borroméen, c'est la liaison, selon lui, de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Ce qui veut dire il n'y a jamais l'un sans l'autre. Alors, rien qu'avec cette image du nœud borroméen, comment pourrait-on dire qu'une langue est moins imaginaire? Ça voudrait dire que le rond i imaginaire est plus petit, ou quoi? Ou qu'il est plus long, ou... Bon, difficile, hein? Donc, on ne peut pas à la fois dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre et qu'ils sont strictement équivalents, ce que démontre le nœud borroméen. Quelles conséquences ça a pour les langues ou l'inconscient pour l'instant, je le laisse de côté. Je vois simplement la logique qui se développe dans ces phrases de Lacan. Et d'un autre côté, dire qu'il y aurait des langues qui seraient moins imaginaires que d'autres. Par exemple, la langue chinoise. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a une contradiction interne dans les concepts. Ensuite, il nous parle, il nous dit qu'il n'y a d'être que de mode. Bon, dans d'autres textes ailleurs, il lui arrive de répéter qu'il n'y a pas d'être. Et quand il parle du mode, comme qui serait un mode d'être, il parle du mode imaginaire ou du mode symbolique. Bon, ok, mais on ne peut pas quantifier l'imaginaire par rapport au symbolique. Il n'y a pas des niveaux plus et moins. Mais ça rentre effectivement dans cette espèce d'idéologie qui se déploie chez Lacan, où l'imaginaire, c'est moins bien que le symbolique. Et qu'il faut appuyer sur le symbolique parce que l'imaginaire conserve un côté diabolique. On le voit encore là, où il semble valoriser le chinois par rapport aux langues indo-européennes, parce que le chinois serait moins imaginaire. Alors, passons maintenant à la question de l'être. S'il dit un petit peu partout dans son œuvre qu'il n'y a pas d'être, là, il y a des moments où il valorise la langue chinoise
au sens où il y aurait beaucoup moins le verbe être que dans la langue française ou dans les langues européennes. Or, le verbe être, l'usage du verbe être, c'est pas forcément ce qui est en rapport avec ce que les philosophes appellent l'être. C'est une question philosophique qui, pour moi, m'intéresse pas du tout, de toute façon. Mais la question de la quantification de l'emploi du verbe être, ça, on peut tout de suite remarquer que c'est un problème, parce que de notre côté, à un autre moment, Lacan dit que le verbe être, il est tout à fait employé par les Chinois, et il dit, ben oui, comment est-ce qu'on pourrait en éviter l'usage, hein? Ça, il le dit dans la séance du 3 mars 65 des problèmes cruciaux pour la psychanalyse. La phrase exacte, c'est « Le mot le plus usuel dans le chinois parlé pour le verbe « être » se dit « shi ». Bien entendu, comment pourrait-on s'en passer en usage ? Et l'autre propos, il date de presque 10 ans plus tard, le 5 avril 73, c'est dans Le Monde, dans une interview à Bertrand Porot-Delpech, il dit « Le seul verbe être que les Chinois ont la chance de ne pas retrouver partout sur leur chemin comme nous. » Ah bon ? Et en effet, chaque fois que j'ai discuté avec des psychanalystes qui s'intéressent à la Chine et aux Chinois, ils commencent par dire « Ah oui, c'est très différent la Chine, parce qu'ils n'ont pas d'être, ils n'ont pas le verbe être. » Ça, à chaque fois, ça me fait sortir les yeux comme ça, parce que j'ai appris le chinois et on m'a appris comment se prononcer le verbe être, che, et comment il s'écrivait, hein, et je le retrouve bien aussi fréquemment qu'en français. Et dans mon livre de chinois, on me dit à un moment que les caractères les plus fréquents en chinois, ce sont d'abord le caractère i, qui veut dire un, le caractère le, qui marque l'action accomplie, par exemple, wo mai le che, j'ai acheté une voiture, c'est la particule, ce que nous on représente par le passé composé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et le troisième caractère le plus usité en chinois, c'est le caractère sh. Bon, alors, Lacan a peut-être étudié le chinois, mais il n'a pas dû l'étudier dans les mêmes bouquins que moi s'il n'a pas trouvé le verbe sh. Il y a quand même quelque chose qui va pas là. Hein. Alors, si c'est ça qui lui a permis d'être lacanien, effectivement, c'est moi ce qui m'incite à ne plus l'être, lacanien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Puisque je suis à parler du chinois et que j'ai parlé du verbe être, eh bien, il se trouve qu'effectivement, nous l'employons beaucoup, le verbe être, nous, pour dire « je suis à la maison », par exemple. « Je suis là ». Et c'est pareil en anglais, I'm here, ou en allemand, ich bin da, ou en portugais, está aqui. C'est le verbe être à chaque fois. Mais les Chinois disent wo zai jia, je suis à la maison. C'est pas le che, le verbe être. Bon, alors c'est peut-être un des éléments qui a pu lui faire dire qu'on rencontre moins souvent le verbe être en chinois. Mais pour la question de ce qu'on veut dire, c'est-à-dire le signifier, l'image qu'on veut faire naître dans la tête de l'interlocuteur, eh bien, qu'est-ce que ça peut foutre si je dis « Otsai jia » ou « je suis à la maison » ? Qu'est-ce que ça peut foutre si j'emploie le verbe être ou un autre verbe qu'on pourrait traduire par « je reste », par exemple « je reste à la maison ». Bon. Mais qu'est-ce que ça change ? Parce que ce qui compte, justement, c'est le signifié, c'est-à-dire le fait de se faire comprendre. Et je deviens sujet lorsque je me suis fait comprendre, c'est-à-dire l'autre signifie qu'il m'a entendu. Et oui, j'ai compris, t'es à la maison. Et que t'es employé le verbe être ou le verbe tsai, je reste, rien à foutre. Ce n'est pas le problème. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que dans toutes les langues du monde, ces langues, les phonèmes, les signifiants au sens de Saussure, ce ne sont que le support des signifiés. Ce n'est pas le signifiant qui informe la pensée, comme semblerait vouloir le démontrer Lacan.
que l'homme ne parle pas, il est parlé. C'est les signifiants qui le parlent à sa place. D'où sa définition du signifiant. Un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Pendant des années, j'ai trouvé ça admirable, cette définition. Mais comme pendant des années, j'ai trouvé admirable tout ce qu'il pouvait raconter sur la Chine. Il m'a fallu énormément de recul pour vous en parler avec un soupçon de critique. Parce que quand on est dans l'admiration de quelqu'un, parce qu'il parle bien, ça on ne peut pas lui enlever ça, on est dans l'admiration, c'est-à-dire dans une forme d'hypnose, et on ne s'aperçoit pas de ces choses-là. Donc la définition, un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, en y regardant bien, ça ne veut rien dire. Si on décortique vraiment, ça veut dire ça, que le sujet est un accessoire du signifiant, c'est-à-dire des phonèmes, c'est-à-dire de ce qui ne veut rien dire. Intéressant, hein? Le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas d'interlocuteur. Je ne me représente pas auprès de notre sujet, mais c'est un signifiant, c'est-à-dire les phonèmes que je prononce, qui vont me représenter pour les phonèmes que prononce quelqu'un d'autre, peut-être, on ne sait pas. On dirait que la langue circule entre les sujets sans que ça détermine véritablement le sujet. Il en parle comme l'homme appendice ou parasite du langage. Voilà comment il en parle. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, avec des années et des années de recul. Par exemple, il s'extasie sur le fait que, il dit, nulle langue ne se tient d'une façon plus pure que cette langue chinoise, où chaque élément morphologique se réduit à un phonème. Ah bon? Non mais c'est faux. Un élément morphologique, c'est le plus petit élément de forme qui possède une signification. Ça, c'est la définition que donne Martinet. C'est la définition du morphème, qu'on appelle aussi monème. Le linguiste Martinet définit ça comme ça. Et le morphème, il peut être petit ou grand, mais c'est la plus petite unité découpable possible de la langue, porteuse d'un sens. Il dit, en chinois, ça se réduit à un phonème. Non, parce que, comme en français, comme dans toutes les langues, toute syllabe se produit d'un minimum de 2 phonèmes. Il y a toujours une consonne et une voyelle. Bon, il y a peut-être quelques mots en quantité très restreinte qui se réduisent à un phonème, mais aussi bien en français qu'en chinois. Justement, par exemple, tout à l'heure, je parlais du mot « i » qui veut dire « un ». C'est vrai, c'est un seul phonème. Eh bien, en français, nous avons « a », le verbe « avoir », tu as quelque chose, un seul phonème. C'est pas plus en français qu'en chinois. Donc ce n'est pas une généralité telle qu'il l'a fait. Puisque je parle de Martinet et du morphème, c'est que Martinet fait cette distinction entre donc la plus petite unité porteuse de sens et la plus petite unité qui est un son. Ça, c'est le phonème. Le phonème n'a pas de sens, il n'a comme rôle que d'être porteur d'un morphème qui est ce qui porte le sens. Et il peut y avoir sur un phonème plusieurs sens. Par exemple, quand je dis le chat dort, dans le, eh bien, il y a plusieurs sens. Il y a déjà 2 phonèmes, L et E, et il y a plusieurs sens. Il y a le singulier, c'est qu'un seul chat, et c'est masculin. C'est pas une chatte, c'est pas la chatte. Bon, vous voyez que la différence de prononciation entre la et le indique le masculin et le féminin. En chinois, on dit te di mao. Autrement dit, il faut un minimum de 4 phonèmes pour dire ce qu'en français on dit avec 2 phonèmes. Les 4 phonèmes, j, e, j, i, pour dire le singulier. Quant au masculin,
qui est porté par le phonème E en français, eh bien, il n'y est pas dans ce z. Il est dans le fait qu'on ne met pas mou mao. Mou, c'est la mère. Mou mao, c'est la chatte. C'est exprimé autrement. Donc il faut 2 phonèmes de plus. Pas dans mou, il y a m et ou. Donc il faut 6 phonèmes pour dire ce qu'en français on dit avec 2 phonèmes. Où est-ce que Lacan a appris que tout se réduisait, le morphème se réduisait à un phonème? C'est pas possible. Ça marche pas du tout. Sauf quelques exceptions, hein, comme I, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, la question du morphème et du phonème, chez Martinet, revient ensuite dans le discours des linguistes sous le terme de la double articulation. C'est l'articulation du morphème et du phonème. Eh bien, c'est au niveau microscopique, ce qui recoupe, c'est la même chose que la double articulation qu'avait posée Saussure au début de l'histoire de la linguistique entre le signifiant et le signifié. Le signifiant, c'est la suite des phonèmes. Chez Martinet, le phonème, c'est un seul, tandis que le signifiant, c'est plusieurs phonèmes. Et le signifié, c'est le sens qui est porté par le signifiant, c'est-à-dire l'ensemble des phonèmes. C'est très clair. Nous avons d'un côté le sens, qui est l'image mentale que ça fait surgir dans notre tête quand on entend les sons, les phonèmes ou encore les signifiants. Lacan critique cette double articulation chez Martinet en disant « Mais en chinois, où elle est la double articulation ? Puisque un phonème représente un sens. » C'est la même chose, dit-il. Eh bien non, je viens de démontrer que ce n'est pas la même chose. C'est comme en français, il y a un ou plusieurs phonèmes pour pouvoir être porteur d'un sens. Ce n'est pas toujours l'identité phonème-morphème, ce qui permettrait de critiquer effectivement la double articulation. Mais de même, Lacan critique, on le sait, la double articulation chez Saussure, du signifiant et du signifié. Il la critique comment ? En disant, bon, il prend l'exemple princeps de Saussure, où il met le mot arbre en dessous et l'image d'un arbre au-dessus. Alors, Lacan le critique en disant, c'est d'ailleurs un texte merveilleusement poétique, je ne peux qu'être baba d'admiration devant la beauté du texte, mais il dit, voilà, sur le signifiant arbre, il peut y avoir quoi ? L'arbre généalogique, l'arbre à came en tête du garagiste, il peut y avoir l'orme, le chêne, le bouleau, le sapin, il peut y avoir de multiples sens comme ça. Bon, et alors, pour moi, ça ne critique pas la notion de Saussure, puisque, effectivement, selon les contextes, le signifié, porté par le signifiant arbre, va être différent. Ce sont les contextes qui vont nous le dire. Et c'est aussi vrai en français qu'en chinois, qu'en n'importe quelle langue. Dans n'importe quelle langue, quand il y a des plurivocités, eh bien, c'est le contexte qui va permettre de délimiter à quel sens en particulier on renvoie, et même ça peut permettre de montrer qu'on joue sur l'ambiguïté, ce qui est une possibilité aussi dans le langage. Alors c'est aussi la façon qui fait que la plurivocité, c'est-à-dire la possibilité de mettre plusieurs sens sur un seul mot, un seul signifiant, c'est aussi ce qui fait l'admiration de Lacan pour le chinois. Il dit, mais en chinois, la plurivocité, c'est extraordinaire, il y en a plein. Ben oui, mais en français aussi, pas plus qu'en chinois. D'ailleurs, lui-même le démontre en montrant à quel point arbre peut être plurivoque. Hein. Mais quand il parle de cette plurivocité, eh bien, on ne sait pas exactement s'il parle du chinois écrit ou du chinois parlé. Parce que là, il y a une très grande différence. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris en apprenant le chinois. C'est que justement, si dans la langue parlée, les mots sont entendus, sont souvent équivoques,
eh bien justement, les caractères, eux, ne le sont pas. Les caractères écrits. Et c'est souvent la façon dont les Chinois se servent pour sortir de l'équivocité quand ils parlent, eh bien, soit ils font appel à un contexte, et ils disent, j'emploie ce mot au sens de, c'est de is, quand on ne comprend pas bien le chinois, mais qu'on l'entend un peu, ce que j'ai entendu pendant des heures entières dans des colloques en Chine, où j'entendais souvent cette locution qui revient comme une ponctuation, de is, c'est-à-dire au sens de. J'emploie ce mot au sens de. On précise, quoi. Et puis à d'autres moments, le chinois va dessiner le caractère en l'air pour faire comprendre à l'autre que c'est à ce sens-là, au sens du caractère. Ou alors il le dessine dans la main. Ou alors, il va encore mieux, ils vont l'écrire. Hein, ce qui leur permet de s'entendre, les Chinois, même s'ils parlent des dialectes différents, par l'écriture, qui justement supprime les ambiguïtés. Mais quand Lacan en parle, on ne sait pas s'il parle du caractère ou du phonème, c'est-à-dire ce qu'on entend, le signifiant. C'est-à-dire qu'en mettant l'accent sur le signifiant dans toute son œuvre, eh bien finalement, on ne sait pas si son signifiant c'est ce qui résonne ou si c'est ce qui s'écrit, c'est-à-dire la lettre. À la séance du 9 mars 1960, il dit « Le meilleur exemple du signifiant, c'est la lettre typographique ». Et la lettre typographique, évidemment, il veut dire, moi je ne peux le comprendre que comme ça, parce que la lettre typographique, dans les langues occidentales, ça transcrit un phonème. Le A, le B, le C, le D, le I, le O. Bon, ce sont des phonèmes. Donc là, il semblerait que le signifiant, ça soit un phonème. Et effectivement, il ajoute, une lettre, ça ne veut rien dire. Effectivement, là dans ce cas, il retrouve la définition de Martinet. Le phonème, ça ne veut rien dire, c'est juste l'onde porteuse des morphèmes, c'est-à-dire de ce qui prend sens. Mais il corrige tout de suite en disant, mais pas forcément, pensez à la lettre chinoise. Parce que la lettre chinoise, dit-il, il y a un dictionnaire formidable de tous les sens qu'elle peut prendre. Oui, mais attends, c'est parce que justement, la lettre chinoise ne transcrit pas des sons, elle transcrit des concepts, ou elle transcrit le nom d'un objet. Mais le nom d'un objet, en tant que c'est quelque chose qui vient d'une ressemblance avec l'objet, c'est quelque chose comme un dessin de l'objet. Même si le dessin a été tellement modifié en 6000 ans d'usage, que le plus souvent on ne le reconnaît plus. C'est plus qu'une esquisse, un trait, un quelque chose extrêmement résumé. Donc effectivement, le caractère chinois ne transcrit pas un son, et en tant qu'il transcrit un objet ou un concept, eh bien, il a du sens, contrairement au phonème. Oui, mais la langue parlée, elle, est faite de phonèmes qui, comme je l'ai montré tout à l'heure, transportent des morphèmes. Alors, là, on voit qu'il y a, il hésite entre une conjonction entre lettre et signifiant, que ça serait la même chose, et le fait que ça pourrait être différent. Il s'ensuit un développement, toujours par Lacan, dans lequel il indique que ce n'est pas une correspondance directe signifiant-signifié, mais c'est la collection des emplois qui fait le sens, c'est-à-dire l'articulation du signifiant aux autres signifiants, on est bien d'accord, mais des signifiés aux autres signifiés également. C'est-à-dire c'est le fait de la correspondance, de l'articulation des phonèmes entre eux, que ça permet l'expression de morphèmes, et c'est l'articulation des morphèmes entre eux qui va nous permettre de donner un sens. Mais là, il va un petit peu plus loin, dans un sens où je le suis, où il dit qu'aucun sens ne se forme que dans la mesure où il ne propose une modification de l'emploi déjà reçu. C'est-à-dire, ça va dans le sens de ce que je disais au début, à savoir qu'il y a un programme, comme dans un ordinateur, comme pour les robots, c'est la langue qui nous est donnée, et nous en faisons autre chose. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire quelque chose d'original
au-delà de l'emploi reçu. Mais heureusement qu'on a aussi reçu le mode d'emploi, parce que sinon on ne pourrait pas se faire comprendre dans notre nouveau choix d'un nouvel emploi. C'est-à-dire qu'il y a du sujet, et c'est pas seulement la bousculade articulatoire des signifiants qui fabrique le sens hors sujet. Et alors, dans un autre séminaire, dans l'identification, au 6 décembre 61, il nous dit que l'essence du signifiant, c'est le trait unaire, c'est-à-dire une écriture, c'est-à-dire une lettre. Et il n'y a rien à voir entre le trait unaire, qui est une écriture, absolument une écriture, et le caractère typographique qui transcrit un son. Le trait unaire, pour le coup, il transcrit un concept, le concept de un. Il n'y en a qu'un. Et ça peut se prononcer n'importe comment dans toutes les langues. Chez nous, c'est un, chez les Chinois, c'est i. Et dans toutes les autres langues, il y a une autre prononciation, mais en général, c'est un bâton droit pour les Occidentaux et les Arabes, et un bâton horizontal pour les Chinois. Mais c'est un. On voit vraiment que c'est là c'est le concept. Donc là, il nous dit que le signifiant, c'est l'écriture. Alors que quand il nous avait dit c'est l'écriture typographique, on pouvait entendre que c'était le son. En contrepoint, un peu plus tard, dans l'insuccès de l'une bévue, c'est l'amour, un de ses derniers séminaires, il nous dit que le sens, c'est ce qui résonne à l'aide du signifiant. Ah tiens, c'était une écriture, comme le trait unaire. Maintenant, c'est ce qui résonne. Bon, difficile de s'y retrouver quand même. Et chaque fois qu'il fait allusion à cette histoire de résonance, eh bien, il parle de la poésie. Et en l'occurrence, il parle de la poésie chinoise. Et il dit qu'il a appris de François Cheng que la poésie, ça se chantonne, mais que toute la langue chinoise se chantonne, puisqu'effectivement les tons jouent sur le grave, l'aigu, le sec, le long, des choses qu'on retrouve dans le chant. Bon, mais c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le portugais brésilien, tel que j'ai pu l'apprendre un petit peu, où là aussi, il faut faire très attention à là où on place l'accent tonique, c'est-à-dire on fait chanter la langue aussi, sinon ça veut dire autre chose. Je me souviens que pour le mot coco veut dire à la fois la noix de coco et le caca. Alors, il faut dire coco pour dire le caca, et coco pour dire la noix de coco. Chez les Brésiliens, ça passe tout seul. Pour moi, faut que je fasse attention. Mais bon, donc c'est pourtant pas censé être une langue à ton, le portugais, et pourtant, ça fonctionne comme ça. Et je pense que je pourrais trouver en français aussi des foules de choses comme ça, où l'intonation, c'est-à-dire le fait de chanter un peu, procure du sens également. Et bien entendu, les poètes français font chanter la langue française aussi. Et je pense que la meilleure façon d'entendre la poésie, c'est de la chanter, pas de la lire. Néanmoins, Lacan fait remarquer, avec plein de phrases alambiquées, que je vous en donne juste le résultat de ce que j'ai cru comprendre, parce que heureusement que j'ai étudié le chinois pour le comprendre, c'est que les poètes chinois jouent aussi du dessin de leur écriture. Peut-être pas tous les poètes, mais certains. C'est-à-dire que on peut voir des correspondances entre les caractères. Il n'y a pas seulement la sonorité qui joue, mais l'aspect visuel des caractères en tant qu'ils se correspondent, comme les sons se correspondent d'un vers à l'autre, dans n'importe quelle langue, là, le dessin du caractère se correspond aussi d'un vers à l'autre. Alors, quelle différence entre la lettre et le signifiant quand il donne, par exemple, du signifiant une lettre? Et puis après, à la fin de sa vie, dans le texte littérataire, comme on a dû lui faire la question, il dit « Mais je n'ai jamais confondu la lettre et le signifiant. » Oui, mais il suffit de lire dans les exemples que je vous donne. Il y a cette confusion
qui apparemment pour lui n'est pas une confusion. C'est la même chose. C'est tout. C'est deux mots pour dire la même chose. Mais alors si c'est deux mots pour dire la même chose, c'est que le signifiant n'est pas important. On peut employer plusieurs mots pour dire la même chose, ou un mot peut dire plusieurs choses. Donc, pourquoi se focaliser sur le signifiant? Dans ce même séminaire du 16 mars 1960, l'éthique de la psychanalyse, il dit que tous les éléments signifiants en chinois sont monosyllabiques. Je vous rappelle le moment où il disait que c'était le phonème qui était signifiant, c'est-à-dire porteur de sens. Alors, on ne s'en sort plus, puisque il ne se sert pas des mêmes mots pour dire les mêmes choses et il ne précise pas. Donc on ne peut qu'être que perdu. Alors, mais si on prend juste cette phrase que tous les éléments signifiants en chinois sont monosyllabiques, tous les éléments sont monosyllabiques, oui, mais pour être signifiants, parfois, justement, pour sortir de l'ambiguïté, nous avons deux mots. Par exemple, dormir, c'est shui jiao. C'est pas un seul mot. Il y en a des éléments qui sont monosyllabiques, mais il y en a beaucoup. Et je me suis laissé dire, parce que là, j'y connais pas grand-chose, mais en chinois moderne, il y avait de plus en plus de mots qui devenaient dissyllabiques, parce que quand on prononçait qu'une seule syllabe, eh bien, c'était justement dans l'ambiguïté. En rajoutant une syllabe, on sort de l'ambiguïté. Donc de plus en plus de mots en chinois deviendraient dissyllabiques. Bon, encore une fois, et alors? Vous voyez, la difficulté de compréhension est là. Dans une première phrase, tous les éléments sont monosyllabiques, tous les éléments signifiants sont monosyllabiques, et dans l'autre phrase, nulle langue ne se tient d'une façon plus pure que cette langue chinoise, où chaque élément morphologique se réduit à un phonème. Alors d'un côté, c'est la monosyllabe, de l'autre côté, c'est le phonème. Et je rappelle que pour faire une syllabe, il faut deux phonèmes. En sautant d'un vocabulaire à un autre, il nous paume, et on ne sait plus exactement de quoi il parle. Alors, ce qui semble fasciner Lacan dans tout ça, c'est le concept de un seul. Parce que de temps en temps, c'est une seule syllabe, de temps en temps, c'est un seul phonème, de temps en temps, c'est un seul trait de pinceau sur le papier chez les Chinois. Mais on ne sait jamais vraiment s'il parle de l'écrit ou du son, du sonore, du parler. Il navigue entre les deux avec un flou abyssal. Parce qu'au niveau du phonème, il s'agit du son, ça c'est clair, mais quand il parle du signifiant, il n'est pas clair qu'il s'agit du son ou de l'écriture. Et lorsqu'il s'agit du trait, lorsqu'il parle du trait unaire, il s'agit d'écriture, mais il nous dit aussi que c'est le signifiant. Et le signifiant renvoie au sonore. Donc, on ne sait pas. Mais néanmoins, il y a ce concept de un seul. Et ce concept de un seul, moi, ça me fait penser au fait que pour les enfants, il y a un seul sexe, c'est le phallus. Et que la question du sonore ou de l'écrit, c'est-à-dire de ce qui se dit par opposition à ce qui ne se dit pas, le silence, ou de ce qui s'écrit par opposition à ce qui ne s'écrit pas, par exemple une ponctuation, eh bien, encore qu'une ponctuation s'écrive, mais il a fallu des millénaires justement pour inventer la ponctuation. C'est pas évident du tout, aussi bien en Occident qu'en Orient. Mais en tout cas, ce qui marque dans le discours la fin d'une parole. Dans les deux cas, on est renvoyé effectivement à la question du sexe, la question de la représentation. Puisque ici, nous avons un phallus, et là, nous ne l'avons pas.
Encore une fois, c'est la façon dont les enfants perçoivent la différence des sexes. Toujours dans un plus et un moins. Ce qui peut se résumer par un seul trait de pinceau. En effet, si on veut le formuler dans une représentation la plus dépouillée qui soit. Bon, ce que fait l'écriture, et notamment l'écriture des ordinateurs, qui est à base de 0 et de 1. C'est la base de l'écriture, c'est le système d'écriture le plus formel et le plus simple qui soit. Sauf que simple, après il faut se trimballer des séries incroyables de 0 et de 1, mais l'ordinateur sait très bien faire ça, beaucoup mieux que les humains, qui ont besoin justement de signes beaucoup plus différenciés, plutôt que de se trimballer effectivement des quantités effroyables de 0 et de 1. Mais c'est la base de la représentation. Et nous revenons à mon rêve, que je vous ai raconté en début de vidéo, où ça se passe, il est question de décor de théâtre, donc ça se passe en représentation. C'est toujours la question de la représentation, de comment je me fais représenter sur une scène en faisant mon solo, c'est-à-dire en montrant que j'ai le phallus. Parce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Le sujet se démarque des autres sujets, s'affirme comme sujet, en montrant qu'il a justement une marque distinctive, et cette marque renvoie toujours à ce qui marque, c'est-à-dire le phallus, par opposition à ce qui ne marque pas, c'est-à-dire le sexe féminin. Encore une fois, même si on a appris par la suite qu'il y avait bel et bien un sexe féminin, mais qu'il est à l'intérieur, et blabla, et qu'une femme peut avoir des enfants, ce qui remplace d'ailleurs le phallus, le problème c'est que là, Lacan n'en parle pas à propos de la langue chinoise. Alors il nous parle du yin et du yang, oui, et il n'est pas quand même innocent du fait que le yin et le yang, c'est le masculin et le féminin. C'est la façon dont la culture chinoise parle le plus du sexe, mais sous une forme très abstraite. Du coup, c'est plus le sexe, c'est un trait plein et un trait brisé, et on arrange ça selon des trigrammes, des hexagrammes, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, hein, et ça permet d'inventer toute une complexité qui permet d'oublier qu'à la base, c'est du sexe dont on parle. Puisque les 64 hexagrammes représentent, a priori, toutes les situations possibles et imaginables de la vie d'un individu. C'est bien évidemment bien en dessous de la réalité, mais ça, à la fois, ça satisfait les gens d'avoir une certaine complexité, 64 hexagrammes, et en même temps, ça permet de cacher cette extrême simplicité de la différence sexuelle qui est ici il y a, ici il n'y a pas. Il y a besoin de la cacher parce que s'il y a ici et s'il n'y a pas là, c'est qu'il y a eu castration. On en revient toujours à ça. La question de la représentation, c'est cette représentation impossible d'un sexe féminin, du moins dans l'inconscient, c'est-à-dire dans l'infantile en nous. Encore une fois, pour les enfants et l'enfant que nous sommes restés, malgré les couches qu'on a pu rajouter de culture et de savoir. Le yin et le yang, comme cette question du phallus qui est là ou qui n'est pas là, ça se rapproche aussi du Ford-Da. C'est la même problématique, le Ford-Da. J'envoie un jouet au loin, Freud dit, pour représenter maman qui s'en va. Comme ça, au moins, je maîtrise ses départs. C'est moi qui l'envoie balader. Donc, je me récupère comme sujet. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans mon rêve, je me récupère comme sujet en faisant mon solo. C'est-à-dire en me distinguant de l'environnement. En disant, j'ai quelque chose de plus. Qu'est-ce que j'ai en plus? Dans mon rêve, j'ai un saxophone. Et j'ai cette petite différence au niveau du décor, je dépasse. Le saxophone dépasse, comme le phallus dépasse de la surface du corps. C'est une écriture. On ne peut pas dire les choses autrement. Après, ça se traduit en tout ce qu'on veut, en paroles, notamment en paroles non dites, parce que ça, on refoule un max. Hein. Parler de sexualité, vous savez très bien que même de nos jours, c'est très difficile. Et que c'est conflictuel, avec les histoires de MeToo en ce moment, de féminisme, bon, qui sont d'ailleurs des choses excellentes, je trouve, parce que ça renverse la vapeur,
hein, parce qu'il faut se rappeler que il y a encore pas si longtemps, on chassait les sorcières, et ce qu'il fallait faire avouer en torturant une femme, c'est qu'elle était une sorcière. Maintenant, ça s'est renversé, et c'est peut-être pas plus mal. Ce qu'il faut faire avouer, c'est les harceleurs et les violeurs. Il a bien fallu, effectivement, mettre le diable quelque part. Tantôt on le met sur les femmes, c'est beaucoup plus général que sur les hommes, mais maintenant on le met plutôt sur les hommes. Et après tout, c'est un renversement, encore une fois, qui n'est pas plus mal. Le seul trait de pinceau, ça renvoie à une histoire qui vient du fin fond des âges, de la culture chinoise. Cette histoire, je vais vous la faire courte, parce qu'on peut la faire durer. C'est l'empereur qui commande un tableau à un peintre célèbre, et le peintre fait durer, ça prend des années, et au bout des années, c'est pour ça que je vous la fais courte, le peintre présente son tableau à l'empereur, et c'est juste un trait. Mais c'est un trait magnifique, parce qu'il y a... Tout son art s'est concentré dans un seul trait. Alors il y a deux solutions à l'histoire. Il y a celle de l'empereur qui dit « Mais quoi, un seul trait qu'on lui coupe la tête ?» Et puis il y a l'empereur qui s'extasie en disant « Magnifique, ce seul trait qui condense tout l'art d'un homme et tout l'art de notre culture. » On peut le voir comme on veut. Hein. D'un côté, la castration, qui effectivement est représentée par un seul trait, qui vient voiler la castration, qui vient se poser sur la toile blanche, le support, en quelque sorte, qui vient féconder son support, la toile blanche, le féminin, le noir sur le blanc, les poils pubiens sur la peau blanche, c'est à ça que ça renvoie aussi, hein, un seul trait, ça peut être un seul poil, qui métaphorise le phallus. Et à ce moment-là, on se balade dans l'écriture, c'est sûr, en tout cas dans l'image. Mais l'image en tant qu'elle fait sens, et l'image en tant qu'elle fait sens, ben, c'est une écriture, ça se lit. Hein. Ça se lit et ça se déchiffre, comme je viens de déchiffrer le un seul trait sous la forme du phallus, ou du poil qui représente le phallus. Ou de mes décors, dont la petite différence représente la différence fondamentale, celle par laquelle un sujet en passe pour se faire remarquer, pour avoir un trait de caractère, comme on dit. Un trait par lequel on va le remarquer par rapport aux autres. Et s'il ne se fait pas remarquer, ben, il se la ferme et il a mal là. Hein, il a mal quelque part. Parce que il n'arrive pas à être sujet. Il n'arrive à être sujet qu'en pouvant dire à un médecin, ça ne va pas. J'ai mal. Ce qui est une façon de se faire entendre. Il y a d'autres façons de se faire entendre. Donc la représentation reste du côté masculin et l'absence de représentation du côté féminin. On remarquera que la forme la plus fréquente de représentation par laquelle une femme monte sur scène, c'est le striptease. Il s'agit justement de montrer quoi qu'il n'y a pas. C'est ça que les hommes aiment voir. Parce que, pourquoi ils aiment ça ? Parce que ce qu'ils aimeraient voir, c'est qu'il y a quand même un phallus. Et néanmoins, ils se délectent de ne pas le voir. Par ce jeu de voilement-dévoilement que représente le striptease. Mais c'est le même jeu qui se joue sur le théâtre. Il y a un rideau et puis ça s'ouvre. Ça commence. La représentation commence. Le rideau s'ouvre comme les lèvres d'un sexe féminin et sur la scène vide apparaît quelqu'un. Ça me rappelle l'histoire de Chuang Tzu et du papillon. Lacan en parle à plusieurs reprises. Hein. Mais vous savez, cette histoire qui est très connue en Chine, Chuang Tzu qui rêve qu'il est un papillon, et quand il se réveille, il se demande s'il est bien Chuang Tzu qui a rêvé qu'il était un papillon, ou s'il est un papillon qui est en train de rêver qu'il est Chuang Tzu. Vous voyez, c'est la question de l'identité. C'est la question de la représentation. Je me représente comment ? Eh bien, il se trouve que quand j'étais petit, très très petit, ma mère jouait avec mon zizi en l'appelant le papillon. C'est intéressant.
Parce que si Chuang Tzu rêve qu'il est un papillon, à l'autre bout du monde, et il y a 500 ans, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de commun quand même. Ça, c'est mon interprétation du rêve de Chuang Tzu, que je n'ai jamais entendu nulle part, que j'entends comme toutes les interprétations que je peux faire à propos de mes analysants, je l'entends après ce que j'ai interprété de moi-même. Hein, non pas en le plaquant sur les analysants, c'est hors de question, mais sur une histoire de vieille de 500 ans, je peux me le permettre. Qu'est-ce que ça peut foutre, hein? Mais c'est ça, c'est-à-dire, est-ce que je suis le phallus de ma mère, le papillon, ou est-ce que j'ai un phallus? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un papillon, mais alors un papillon, ça peut s'envoler. Et c'est ça la question de l'identité et du seul trait. Le seul trait qui peut s'envoler, alors là c'est une forme beaucoup plus complexe, c'est le papillon. Mais c'est pour ça que j'aime bien les contes, beaucoup plus que les philosophes, parce que je trouve qu'ils m'informent beaucoup plus sur ce qu'il en est de l'inconscient et donc de la vie des gens. Les philosophes, je trouve, font des développements intellectuels phénoménaux pour voiler la castration, pour développer le seul trait. Un exemple, c'est un exemple mathématique, mais les mathématiques sont aussi une manière de voiler. Hein. Cette façon de fabriquer un savoir pour ne pas voir ça. Hein. Les ponts de Königsberg, c'est un des premiers problèmes de topologie résolus par Euler en 1736. Il y a 7 ponts sur la rivière qui traverse Königsberg. Peut-on faire une promenade d'un seul tenant en passant par tous les ponts, mais en passant une seule fois par chaque pont? Et on a un trait, c'est la promenade, c'est mon trajet. Ce trait peut-il être unaire, c'est-à-dire un seul trait qui passe par tous les ponts, ou est-il obligé d'être secondaire, c'est-à-dire passer 2 fois par un ou plusieurs ponts? La réponse est simple. Quand on fait un petit schéma comme ça qui résume le problème des ponts de Königsberg, on s'aperçoit qu'il y a des points qui sont triples. Si un point est seulement double, c'est-à-dire j'arrive à un point et j'en repars, c'est toujours le même trait. Mais s'il y a un troisième trait qui arrive, ça veut dire que j'y suis revenu une deuxième fois. Donc on ne peut pas faire cette balade, le trait unaire n'est pas possible. Mais on a inventé un problème, et après on le complexifie, on invente des villes où il y a bien plus de ponts, et on invente toute une théorie des graphes d'Euler, qui est un des fondements de la topologie. Bon, on s'amuse bien, et pourquoi pas? Mais moi, mon souci, c'est pas de revenir à un seul trait, c'est toujours de démontrer ce qu'il peut y avoir de travail d'effacement de la question de la castration sous un travail de complexification, autant que sous un travail de simplification. Le peintre qui me représente qu'un seul trait, il fait un travail de simplification, mais dans son trait, on ne reconnaît plus du tout le phallus. On reconnaît l'art du peintre, ou l'art du calligraphe. Alors que dans cette peinture de Michael Cheval, qui d'ailleurs représente un peintre, là c'est le tableau dans le tableau, le tableau en train de se faire dans le tableau. Vous voyez que le maître peintre se présente comme un homme. L'homme enseigne à la femme la peinture, mais avec beaucoup de dérision, parce qu'il lui enseigne avec des œufs au plat. Les œufs au plat, c'est aussi comme ça qu'on appelle les seins d'une femme qui ne sont pas très développés. Hein, Jane Birkin y avait joué là-dessus en parlant de ces œufs au plat, que je trouve charmant d'ailleurs, c'est pas un problème pour moi. C'est la question du sein en tant qu'il est phallique. C'est ce que les femmes ont et que les hommes n'ont pas. C'est une revanche. C'est pourquoi les hommes sont attirés aussi par les seins des femmes et que les femmes aiment bien avoir des seins conséquents. Alors ça, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute même pas tellement il y en a. Enfin, c'est la question d'en avoir plus que l'autre, toujours pareil.
et d'attirer le phallus masculin par ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire une poitrine qui dépasse, comme mon saxophone, comme le pinceau du peintre avec lequel il ensemence la toile. Et là, on voit que sous les vêtements, ou cette espèce de vêtements de la femme peintre, il n'y a rien. Il y a un vide. Le peintre a su représenter ce qu'il en est du manque du sexe féminin, c'est-à-dire du manque de phallus. Mais il en a fait quand même quelqu'un qui peint. Et avec beaucoup d'ironie et d'humour, puisque les œufs au plat sont évidemment une allusion à Salvador Dali et à ses montres molles. Et la différence entre l'œuf dur et l'œuf au plat, c'est que l'un, c'est un phallus qui est bandé, l'œuf au plat, il devient mou, c'est plus ça du tout. Mais si on a une grande quantité, comme dans la poêle, là, eh bien, on n'a pas tout quand même. Hein. En plus, il faut casser l'œuf, c'est-à-dire faire une castration pour obtenir quoi? Ben effectivement, castration œuf au plat. Plat, ça fait plaf. On remarquera aussi que les seins de la dame sont comme des balles de ping-pong, c'est-à-dire comme des œufs, en fait. Il y a une ambiguïté entre l'œuf et la balle de ping-pong, là, parce que ceux qui sont dans le tiroir, là, sont bien ronds, quand même, bien plus ronds qu'ovoïdes. Mais ça renvoie à l'expression française avoir un polichinelle dans le tiroir, c'est-à-dire être enceinte. Et là, c'est la collection des ovules qu'une femme peut produire dans toute une vie. On sait que c'est une quantité limitée. Et qui sont cassés les uns après les autres, le jour des règles. Et éventuellement, l'œuf va être fécondé un jour, peut-être par un peintre, avec son pinceau, pour fabriquer un enfant en remplacement du phallus. Bon, alors j'adore ce genre de complexité. J'aime beaucoup plus ça que le seul trait de pinceau, ou l'étoile toute blanche, ou toute bleue, ou toute noire, qui certes sont d'une pureté exemplaire, mais enfin qui n'amènent pas tellement de commentaires. Alors que là, visiblement, Michael Cheval a un accès à l'inconscient, un accès qui est tout à fait le même que celui que j'ai par mes rêves, et il nous le livre à notre sagacité, à nous d'interpréter. Peut-être que quelqu'un d'autre interpréterait ce tableau tout à fait autrement, hein, mais moi je l'interprète comme j'ai interprété le conte de Chuang Tzu à partir de ma vie. Et ça n'empêche pas d'autres interprétations d'exister. C'est ça qui est marrant, on peut les échanger, sans qu'il y en ait une qui veuille prendre le pas sur l'autre. Hein. Mais évidemment, on ne fait pas ça avec les analysants. Là, ce sont des exercices que l'on fait, et après ça permet d'écouter les analysants, mais surtout pas de plaquer effectivement ce genre de signification sur eux. Bon, voilà qui est, à mon avis, beaucoup plus riche que la linguistique. Bien que je vous ai bassiné toute une vidéo avec la linguistique et les caractères chinois, mais moi j'avais besoin en tout cas de faire le point sur ce que Lacan dit là-dessus, puisque tant de gens le suivent, tant de gens semblent comprendre, et vous expliquent des tas de choses là-dessus, en ayant l'air de dire que c'est formidable et que, bon, j'ai montré que c'était imbitable, parce que ça part dans tous les sens, et ça ne permet pas de dégager une compréhension quelconque de la langue chinoise, et ça ne permet en aucun cas, surtout, de dire que la langue chinoise est plus ou moins en rapport avec l'inconscient, plus ou moins imaginaire. Ça, elle est comme toutes les langues, elle sert à fabriquer une réalité, à fabriquer des liens entre les gens, à désigner les choses de la réalité et éventuellement les choses de l'inconscient, mais elle n'informe pas l'inconscient. Il y a autant d'ovules dans le tiroir des femmes chinoises que dans celui des femmes occidentales. Et le problème
des Chinois, c'est aussi le seul trait de pinceau, c'est-à-dire leur phallus en tant que il faut le montrer tout en le cachant. Parce que sinon, on révèle quelque chose de la castration. C'est les mêmes problèmes. Ce sont des problèmes dus à la différence des sexes, pas à la différence des langues. Donc ça relativise. J'ai été obligé d'en passer par tous ce détour complexes et difficiles, et les morphèmes, et les phonèmes, et les signifiants, les signifiés, etc. Mais pour montrer en quoi ce n'est pas la langue qui donne sa forme à l'inconscient. Mais les représentations, et alors là je suis large, les représentations imagées, écrites, nous disent quelque chose, nous transmettent un message venu de l'inconscient. Oui, c'est un outil qui nous permet d'en parler. Mais ce n'est pas la parole qui module ce qu'il en est de l'inconscient, qui est essentiellement basé sur la structure corporelle de l'humain, sa division en deux sexes et la nécessité d'en passer par le sexe pour sa reproduction.